Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler d'un élément important lors d'une enquête quantitative, la population et l'échantillon. Regardez quelles sont les techniques statistiques qui existent pour déterminer la taille d'un échantillon. À l'agenda, nous parlerons des populations et des univers d'enquête, des échantillons, des différentes procédures d'échantillonnage qui existent, comment fixer la taille d'un échantillon aléatoire simple, comment le calculer et quelles sont les sources d'erreurs qui peuvent être générées à cause d'une erreur d'échantillonnage. Quand on parle de population et d'univers d'enquête, il faut bien comprendre ce que c'est que la population. En fait, définir la population ou l'univers de référence, ça revient à répondre à la question « Qui sont les personnes qui doivent être interrogées si on pouvait les interroger toutes ?» Ainsi, imaginons une enquête qui vise à décrire, par exemple, la proportion de médecins qui utilisent à un moment donné des ordonnances avec code-barre. La population correspondra à l'ensemble des praticiens qui exercent l'art de guérir. Une enquête peut viser à l'explication, par exemple, comprendre pourquoi certains médecins ont adopté le système de code-barre et d'autres non. On peut par exemple estimer que les médecins membres d'une chambre syndicale ont suivi le mot d'ordre ou boycotté. Et donc tout ça va nous permettre de définir qui on doit interroger, si on peut interroger tout le monde. Évidemment, cette définition est tributaire d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, l'objet de l'enquête. Par exemple, on peut définir la population par l'objet de l'enquête. Une enquête auprès des agriculteurs sur le prix de la pomme de terre. On peut aussi définir en fonction de l'hypothèse de travail. Si l'hypothèse est d'analyser la relation entre le type d'habitat, les personnes qui habitent les grands centres, les centres urbains, les villes secondaires, l'habitat rural et la lecture de bandes dessinées, on pourrait se contenter d'interroger les habitants de Paris, Lille, Avignon et Fautun de Vaucluse. Évidemment, c'est un exemple fantaisiste. On peut aussi définir la population en fonction du type d'échantillon adopté. Ainsi, quand la technique de construction de l'échantillon prévoit de mettre à disposition des enquêteurs les adresses des interviewés, il faut utiliser les listes électorales et limiter la population aux plus de 18 ans, c'est-à-dire en âge de voter. Les contraintes matérielles peuvent aussi expliquer le phénomène. Pour des raisons budgétaires ou des délais d'exécution, la population peut être restreinte. Par exemple, si on fait une enquête sur l'opinion des jeunes à l'égard du code de la route, on limitera la population aux jeunes qui possèdent un permis de conduire. Attention cependant que faire une enquête dans une zone déterminée, une province ou un arrondissement, ne permet pas nécessairement d'interférer les résultats vers la population de référence. On ne peut pas inférer les données si l'échantillon ne reflète pas la population. C'est la raison pour laquelle nous allons nous intéresser maintenant à l'échantillon. Comme on le voit, l'échantillon est une partie de cette population. Alors, ce qui est particulièrement délicat, c'est de définir l'échantillon. Bien sûr, l'idéal, ce serait d'interroger tout le monde, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que cela coûterait beaucoup trop cher. Des recensements ont été, la plupart du temps, abandonnés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? Un échantillon, c'est d'abord une partie représentative de la population, c'est-à-dire qu'il doit refléter dans sa composition la diversité réelle de la population étudiée. Et dans une étude de marché, les résultats aux questions obtenues sont prélevés auprès d'un échantillon de la population de la cible. Toute la question est de savoir si cet échantillon est représentatif ou pas de la population. Si ce n'est pas le cas, l'enquête réalisée ne sera pas représentative, ne présentera aucune validité externe. Autrement dit, les résultats obtenus ne pourront être extrapolés à la population ou à l'univers de référence. Et cette enquête ne servira pas à grand-chose. Il existe plusieurs procédures d'échantillonnage.
Et il y a deux grands types de procédures d'échantillonnage, ce qu'on appelle les échantillons probabilistes ou aléatoires et les échantillons non probabilistes ou empiriques. Pour choisir entre les deux méthodes, ce sont les données disponibles sur la population et le degré d'homogénéité de celle-ci qui vont conditionner le choix. Comment choisit-on un échantillon? Parlons tout d'abord des échantillons probabilistes ou aléatoires, qui sont les plus intéressants du point de vue statistique, comme on le verra. On peut avoir différents échantillons. Le principe, ces échantillons ne peuvent être utilisés que d'une part, on a un relevé complet de la population étudiée, d'autre part, on peut identifier tous les individus appartenant à la base de sondage, et ensuite, qu'on peut tirer autant d'individus qu'on veut. Si ce n'est pas le cas, on devra se rabattre sur les deuxièmes types d'échantillons. Alors, en pratique, on tire des échantillons quand on ne peut pas tirer systématiquement tout le temps, quand on ne veut pas interroger tout le monde, ou quand il n'est pas possible de faire un tirage systématique. L'échantillon aléatoire simple consiste à tirer au hasard des personnes dans une base bien connue. Alors, elle a un gros avantage, c'est que les personnes sont désignées par tirage au sort et la mécanique aléatoire n'est appliquée qu'une seule fois. On décide de tirer parmi tous les abonnés à un service les clients que l'on veut interroger. Évidemment, il y a un souci, le coût, parce que ça veut dire que si une personne qui doit être interrogée habite à 200 km d'une autre, les coûts sont relativement importants en termes de déplacement. Ensuite, est-ce praticable? Il faut pouvoir identifier l'univers de référence sur des listes d'adresses. Autre solution, c'est l'échantillon aléatoire stratifié. Ici, on va découper l'univers statistique en sous-ensembles homogènes, ce qu'on appelle des strates. Alors, par exemple, on veut interroger des hommes et des femmes, mais plutôt que de tirer au hasard tout le monde, on va créer un premier groupe d'hommes qu'on va tirer au hasard et un groupe de femmes qu'on va tirer au hasard. S'il y a 53% de femmes pour 47% d'hommes dans la population, qu'on doit réaliser un échantillon stratifié, on interrogera 53 femmes pour 47 hommes si on veut interroger 100 personnes. Ça s'appelle un échantillon aléatoire stratifié proportionnel. Dans certains cas, on peut interroger, par exemple, autant d'hommes que de femmes. Dans ce cas-là, ça s'appellera un échantillon aléatoire stratifié non proportionnel. Autre solution, c'est de travailler avec un système de grappes. Alors la méthode, elle est utilisée parce qu'elle est simple et économique. Et quand on n'a pas de fichier ou une liste complète de clients, on peut choisir l'échantillon de manière aléatoire. En fait, on va dans un premier temps choisir des sous-groupes de population, les grappes, et ensuite dans chaque grappe, on va interroger tous les individus. On verra que cet échantillon a un grand avantage du point de vue économique, mais il a un gros désavantage. Il peut créer ce qu'on appelle un effet de grappe. Nous reviendrons dans quelques instants. L'échantillon aléatoire a plusieurs degrés. Le principe est le suivant. Dans un sondage aléatoire simple, il y a deux inconvénients. On doit interroger un échantillon relativement dispersé, donc le coût total est élevé, et puis il faut une base de sondage avec tous les individus. Dans l'échantillon aléatoire à degrés, on va travailler à deux niveaux. On va utiliser des unités primaires qui seront sélectionnées lors d'un premier tirage, c'est le premier degré, et ensuite on va pouvoir interroger dans un second degré les unités secondaires. Imaginons que nous voulions faire une étude auprès de l'ensemble des écoles. Si on tire au hasard des écoles, ça risque de poser de sérieuses difficultés parce que ça risque d'être très dispersé. On peut tirer, par exemple, sélectionner dans un premier temps des villes et dans chacune des villes, tirer dans un second temps des écoles au hasard, échantillon aléatoire à peu près. Enfin, l'échantillon aréolaire, c'est une variante de la méthode probabiliste. Le territoire d'enquête est divisé en un certain nombre d'îlots, de petites aires obtenues par quadrillage d'une carte. Cette méthode est intéressante quand on ne dispose pas d'une base de liste, mais quand on dispose d'une base d'aires géographiques bien délimitée et bien identifiée. On utilise notamment cette méthode quand
on a par exemple une carte de géographie ou pourquoi pas évaluer le nombre ou la dispersion de mammifères marins sur l'océan. En dehors de ces méthodes probabilistes, nous avons les échantillons non probabilistes ou empiriques. On les utilise, même s'ils sont moins efficaces, quand on renonce à l'utilisation de bases de bonne qualité pour des raisons d'ordre pratique. On n'a pas de base de sondage pour réaliser un échantillon probabiliste où les conditions matérielles de réalisation de l'enquête, les coûts, les délais ne le permettent pas. Dans ce cas-là, on a d'une part les échantillons par choix raisonné, dont le plus connu est l'échantillon par quota. La grosse différence, dans un échantillon aléatoire stratifié, on tirera au hasard le nombre d'hommes et de femmes interrogés. Dans un échantillon par quota, on donnera le nombre d'hommes et de femmes à interroger, mais l'enquêteur pourra choisir lui-même les hommes et les femmes à interroger, ce qui crée un caractère non aléatoire au système. Alors, si l'échantillon reproduit fidèlement certaines caractéristiques de la population, il devrait être représentatif, mais c'est un postulat, ce n'est pas une garantie. On a aussi à côté de ça le sondage par unité type. L'idée dans ce cas-là consiste à partager l'ensemble de la population en groupes homogènes et différents les uns des autres et à choisir dans chaque groupe un individu moyen qu'on appellera des unités types. Par exemple, on va choisir des magasins témoins pour un test de prix. L'échantillon de convenance est généralement un échantillon qui facilite la recherche des personnes à interroger, mais n'est pas toujours le plus simple. Si un enquêteur doit interroger les acheteurs de matelas, il pourra se placer à sortir des magasins de literie. Il n'aura sans doute pas d'autre choix que celui-là. Mais rien ne prouve effectivement que les personnes qui sortent du magasin à ce moment-là sont tous des acheteurs de matelas et sont surtout concernés de la même manière par l'achat. Dans cet échantillon, même si l'on interroge des représentants de la population, il n'en est pas moins vrai que ces interviews ne sont pas représentatives. L'échantillon par boule de neige est peu couramment utilisé. On part d'un échantillon de personnes et chaque fois, on demande à ces personnes de désigner une personne avec qui elle est en contact et qui agit de la même manière. Ça peut être intéressant pour recruter certains types de personnes, mais imaginez que vous fassiez une enquête sur la consommation de drogue, vous allez demander à un consommateur de désigner un autre consommateur et ainsi de suite, on risque d'avoir des consommateurs qui ont tout le même profil et donc un pied. On peut avoir des échantillons de volontaires, là on va recruter des personnes pour répondre à des enquêtes, ce qui est relativement délicat, rien ne prouve que cet échantillon est représentatif. Et en fait, l'échantillon de jugement, qui est le dernier, il se veut représentatif dans la mesure où on va interroger les individus les plus susceptibles d'éclairer et d'apporter des informations sur le problème à résoudre. C'est intéressant qu'on interroge des experts, des observateurs qualifiés, des représentants de la cible. Encore faut-il qu'ils puissent donner des informations pertinentes. Et puis, il reste les échantillons pseudo-aléatoires. L'idée, c'est qu'on va essayer d'utiliser la méthode la plus proche des méthodes probabilistes pour créer ces échantillons. Première méthode, la méthode des itinéraires. Cette méthode consiste à imposer à l'enquêteur un itinéraire en lui indiquant exactement les points du circuit où il doit réaliser une entrevue. C'est la méthode la plus proche d'un tirage aléatoire. Deuxième méthode que l'on peut utiliser, celle de l'interview programmée in situ, qui, comme la méthode de la random route ou des méthodes des itinéraires, est aussi aléatoire. L'idée, on va recruter les interviewés de manière aléatoire. Elle s'organise en deux étapes. Au départ, le chargé d'enquête va sélectionner des points de chute, éventuellement de manière aléatoire, comme dans le cas de l'échantillon aléatoire à plusieurs degrés. Et au moment de l'enquête, sur le lieu d'entrevue, l'enquêteur va sélectionner de manière aléatoire ses répondants. Concrètement, il pourrait tracer une ligne sur le sol, fictive, et au passage des répondants, dans la rue, dans le sas d'entrée d'un magasin, et à chaque fois que la trotteuse de sa montre indiquera le chiffre 12, donc à intervalles réguliers, il interrogera la première personne qui se présente devant lui. Cette méthode laisse peu de place à la subjectivité de l'enquêteur. Et évidemment,
Les échantillons probabilistes et aléatoires donnent la possibilité de calculer une marge d'erreur, donc un test statistique. Par contre, les échantillons non probabilistes ou empiriques ne laissent pas de possibilité de calculer cette marge d'erreur. Petite remarque importante, quand on parle de strates et de grappes, regardons une population ici reprise sur fond jaune. Elle est composée de crayons, elle est composée de poires, elle est composée de mains et de montgolfières. Quand on fait des strates, on va regrouper par profil les personnes à interroger. Et donc, on va ainsi décider d'interroger une poire, un crayon, une montgolfière, une main. Tandis que quand l'on fait des grappes, on va décider d'aller dans un lieu précis d'interroger tout le monde. Par exemple, la première colonne. Dans ce cas-là, on va interroger un crayon, deux poires et une main. L'effet de grappe est bien présent. Si l'on choisit très mal les lieux où interroger, on risque d'interroger uniquement un profil particulier et créer un biais. La question qui se pose maintenant, c'est comment choisir un échantillon? La question qui va aider à choisir, c'est une base de sondage de la population est-elle disponible? Si oui, on se posera la question, le coût d'un échantillon aléatoire est-il acceptable? Si oui, la population est-elle composée de strates? Si oui, on fera un échantillon aléatoire stratifié. Si les strates représentent une importance stratégique, s'il existe des variances importantes au sein des différentes strates et si les coûts d'échantillonnage sont limités, par exemple, on peut faire deux strates, les hommes et les femmes, et considérer que le comportement est très différent, notamment dans les produits, par exemple, les cosmétiques. Et dans ce cas-là, on interrogera un échantillon aléatoire stratifié non proportionnel. Plus le fond bleu est foncé, plus l'échantillon est de qualité. Ce qui fait que dans le cas où on ne peut pas interroger un échantillon aléatoire, dans le cas où il n'y a pas de base de sondage, dans le cas où on ne peut pas trouver des points de chute et dans le cas où la population est très diversifiée, mais on ne sait pas trouver des points de passage, on devra utiliser les échantillons les moins efficaces, la méthode des unités types, les échantillons de convenance, la boule de neige, les échantillons de volontaires et les échantillons de jugement. Le schéma repris ici permet de sélectionner les échantillons les plus efficaces. Reste à déterminer la taille de l'échantillon. Cette taille dépend tout d'abord du degré de précision recherché, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance ou le seuil de probabilité, du degré d'homogénéité de la population étudiée. Si on pense que dans un groupe, l'âge a de l'importance, on fera un échantillon stratifié par âge, le nombre de croisements souhaités, et il faut au minimum 30 répondants par cellule. Dans le cas inverse, plus de 30 répondants, on ne pourra pas utiliser la théorie statistique. Et enfin, il faudra pondérer tout ça par la taille de la population. Si celle-ci est très grande, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ce facteur de correction. Il peut aussi y avoir des contraintes internes de réalisation, comme les délais ou le coût, qui vont limiter la réalisation d'une enquête. Mais attention cependant, dans ce cas-là, à disposer d'un résultat représentatif. Le taux de sondage qu'on retrouve habituellement dans certaines enquêtes, qui est le rapport entre la taille de l'échantillon et la taille de la population, n'est jamais une donnée utile du point de vue statistique. Alors, comment calcule-t-on la taille de l'échantillon pour une proportion? Il existe une formule. Petit n, c'est-à-dire le nombre de personnes à interroger, est égal à une formule 1,96 au carré fois p fois 1 moins p sur e carré. Alors, n, c'est le nombre de personnes à interroger. P, c'est la proportion attendue de réponse. Par exemple, 40%, 50% des gens vont répondre oui. E, c'est l'erreur maximale acceptable. Et l'intervalle de confiance sera fixé ici à 1,96. C'est la valeur de la distribution de la loi normale, à 95%. Alors, si on n'a pas d'idée sur la proportion, on devra utiliser une procédure conservatrice et donc chercher
le plus grand produit P fois 1 moins P possible. Dans ce cas-ci, ça sera 0,5, donc 50%. Prenons un exemple. On doit interroger des personnes. Combien doit-on en interroger? 1,96 au carré fois nos fameux 0,5 fois 1 moins 0,5. On accepte une erreur maximale de 10%. Il faudra interroger 96 personnes. Toujours avec N le nombre de personnes interrogées, P sera de 50%, c'est la fameuse procédure conservatrice. E, l'erreur maximale, on accepte dans ce cas-ci maximum 10% d'erreur, et l'intervalle de confiance acceptable sera de 95%. Comment faut-il interpréter ce résultat? Il faut donc interroger 96% pour être sûr à 96 personnes pour être sûr à 95% de la réponse avec une erreur maximale de 10%. Autrement dit, il y a 95% de chances qu'en interrogeant 96 personnes, dont 50% répondent oui à la question, que le pourcentage de réponses positives, donc de oui, dans la population se situe à 50% plus ou moins 10% l'erreur maximale, donc entre 50 moins 10, 40, 50 plus 10, 60, entre 40 et 60%. Calculons à présent la taille de l'échantillon pour une moyenne. Vous voyez que la formule a légèrement changé. Et donc, je vous propose d'aller directement dans l'exemple. Imaginons qu'on veuille déterminer la taille d'une population. On sait que l'écart type est de 0,5, que l'erreur maximale acceptable est de 10%. Dans ce cas-ci, on aura à interroger 96 personnes. Le principe étant le suivant. On prend 1,96 qui est l'intervalle de confiance acceptable à 95%, on prend une erreur maximale de 10%, on prend l'écart type. Alors évidemment, comment interpréter le résultat? Il faut interroger 96 personnes pour être sûr à 95% de la réponse avec une erreur maximale de 10%. Et il y a 95% de chances qu'en interrogeant 96 personnes, la moyenne calculée sur la population se situe la moyenne plus ou moins 0,5 l'écart type. Attention cependant, si on n'a pas l'écart type, il existe plusieurs solutions. On peut utiliser l'écart type d'une étude similaire, organiser un pré-test ou utiliser une formule maximum moins minimum divisé par 6. Si on veut calculer la taille de l'échantillon en fonction des objectifs de l'enquête, que doit-on faire? Imaginons qu'on veuille obtenir des résultats significatifs par classe d'âge, 18, 30, 31, 50 et plus de 50, et ainsi qu'on veut croiser le sexe avec la classe d'âge. On aura donc 2 modalités pour la variable sexe, 3 pour la variable âge, ce qui fait 2 fois 3, 6 cellules. Pour obtenir des résultats fiables, on devra interroger au minimum 30 personnes par cellule. On voit directement le tableau, 30 personnes par cellule. Nous avons donc 6 cellules fois 30 personnes, il faudra interroger 180 personnes. Imaginons qu'on veuille réaliser une enquête, mais on va tenir compte de la marge d'erreur acceptable ou acceptée pour la taille de l'échantillon. Alors ici, on va estimer que cette erreur maximale acceptable est de 4%. Comme on ne connaît pas la proportion attendue de réponse, on va utiliser la méthode conservatoire dans la formule. N égale 96 au carré fois 0,5 fois 1 moins 0,5 divisé par 0,4 au carré, qui est l'erreur acceptable. Ça nous fait donc 600 personnes. Alors cet échantillon est plus fiable que le précédent car on interroge non plus 180 personnes mais 600. Mais le tableau sera représenté de la sorte. On va donc ces 600 les répartir entre les femmes et les hommes, 300 et 300, et chaque fois par classe d'âge, 100, 100 et 100. Attention que si on veut avoir un chiffre représentatif global sur la population, il faudra redresser l'échantillon en fonction du nombre d'hommes et de femmes interrogés. On sait qu'il y a 47% d'hommes dans la population, pour 53% de femmes, il faudra redresser comme ça, et suivant les différentes classes d'âge. Évidemment, quand on parle d'échantillon, on parle souvent d'erreurs. Et les erreurs d'échantillonnage sont de 2 ordres. L'erreur aléatoire que nous avons vu jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur probabiliste, quand la taille d'échantillon est insuffisante.
Exemple, dans le cas d'un échantillon de 96 personnes, cette erreur, on admet qu'elle peut être de 10%. Mais une seconde erreur est aussi importante, c'est l'erreur de variance. Alors, cette erreur de variance, c'est qu'on oublie une strate de la population, on oublie de faire des strates là dans un échantillon aléatoire simple, en partant du principe que les comportements sont identiques. Imaginons qu'on veuille s'interroger sur les rasoirs, l'utilisation de rasoirs. L'utilisation de rasoirs est différente chez les hommes et chez les femmes. Et donc, n'interroger que les hommes et conclure sur l'ensemble de la population, n'interroger que les femmes et conclure sur l'ensemble de la population, seraient des erreurs. Ici, il est important, d'une part, respecter la strate, respecter les quotas et les strates. Mais, et c'est sans doute l'élément le plus important à prendre en compte, en dehors de ces erreurs d'échantillonnage, des erreurs statistiques, il existe d'autres types d'erreurs. L'erreur de mesure qui consiste à ne pas observer les personnes. On a une liste, mais elle ne couvre pas tout le monde. C'est base de sondage est erronée. Ou on a bien une liste, mais on a une non-réponse. Ça veut dire que les personnes contactées ne répondent pas. Imaginons qu'on fasse une enquête à domicile uniquement pendant la journée. Les gens qui travaillent en dehors de leur domicile risquent de ne jamais répondre. On peut aussi avoir des erreurs d'observation. Alors, elles sont au niveau de l'enquêteur, du répondant, de l'encodage d'analyse. Les questions sont posées, elles ne concernent pas l'échantillon, elles sont posées indûment. Les questions ne sont pas posées ou non traitées ou mal traitées, on n'a pas respecté les consignes, il y a des fraudes, des erreurs de traitement ou d'analyse. Tout ça, ce sont des erreurs qui ne sont pas des erreurs statistiques. Et enfin, il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Alors, soit parce qu'on n'utilise pas les tests statistiques qui permettent de conclure, soit il y a un manque de rigueur scientifique et une volonté de valoriser les résultats en recherchant un scoop et en exagérant les résultats disponibles. Tout cela nous permet de dire que les échantillons, ce sont des éléments importants à prendre en compte, mais leur prise en compte et leur respect n'est pas suffisant pour avoir une enquête de qualité.